La Gapta et la Shambhala sont deux endroits géographiques situés sur la Terre et qui sont caractérisés par une évolution terrestre supérieure aux autres régions de la planète. Ces endroits n'ont pas été touchés par des tremblements de terre ou des guerres, ce qui les rend plus évolués. La Shambhala se situe dans les Himalayas, du côté tibétain de la montagne, et la Gapta est localisée près du pôle Nord. Ces endroits attirent des entités évoluées sur le plan spirituel, qui y sont appelées ou initiés. En ce qui concerne le voyage astral, c'est à ceux qui le pratiquent de décrire les sensations ressenties. L'homme possède un corps physique relié à un schéma énergétique appelé le corps vital, qui englobe l'énergie vitale du corps. Lorsque cette énergie vitale dépasse le seuil normal, elle peut être focalisée dans certaines parties du corps, ce qui peut provoquer des sensations telles que de la chaleur ou des picotements. Le système endocrinien est étroitement lié à l'énergie vitale. Le vital se concentre d'abord au niveau de la base de la colonne vertébrale et a une influence sur les glandes sexuelles des hommes et des femmes. Le tantrisme vise à focaliser cette énergie au niveau du Muladhara, le chakra à la base de la colonne vertébrale, afin de la faire monter et réveiller les autres chakras. Cependant, cette pratique n'est pas très efficace de nos jours, car la génétique apporte déjà cette énergie naturellement. L'énergie vitale circule déjà à travers le corps par les méridiens d'énergie, lesquels ne sont plus présents après la mort du corps. En utilisant des techniques spécifiques, telles que celle du voyage astral, on peut déplacer et percevoir cette énergie vitale. Les enfants ont plus d'énergie vitale en circulation que les adultes car cette énergie n'est pas encore focalisée dans des centres d'énergie spécifiques. Pour développer le mental et favoriser la guérison, ces techniques permettent à l'énergie vitale de circuler plus facilement dans le corps. De l'existence d'un corps astral peut aider à surmonter les blocages mentaux et favoriser la guérison. Si l'on croit qu'on doit être malade, cela finira par se réaliser, mais si l'on croit fermement à la santé, on peut commencer une cure. Il est très compliqué d'obliger quelqu'un à être en bonne santé. En accélérant la circulation de l'énergie vitale, cela peut entraîner des malaises bénins tels que des picotements, des chaleurs et des engourdissements. Dans l'Antiquité, pour entrer en contact avec des énergies supérieures, l'homme devait élever son taux vibratoire en faisant monter l'énergie du bas vers le cerveau. Cependant, nous avons déjà la capacité de contacter ces énergies sans avoir besoin de focaliser l'énergie vitale dans certains centres. Il faut plutôt la faire circuler librement en nous pour maintenir un corps physique durable. L'évolution future de l'homme se fera par une énergie descendant du haut et non plus par une énergie venant du bas. En faisant circuler l'énergie solaire et tellurique, on stimule non seulement le cerveau, mais aussi la colonne vertébrale. Ces picotements sont dus à la libération de l'énergie vitale dans nos centres d'énergie principaux. Notre travail est de ne pas gaspiller cette énergie, mais de la libérer dans notre corps pour maintenir la vie et retarder le vieillissement. Le vieillissement est censé être causé par une diminution de l'énergie vitale qui circule dans le corps humain. Lorsque les cellules se divisent, elles répartissent leur énergie vitale, ce qui entraîne un vieillissement progressif. Cependant, dans un enfant, où l'énergie vitale n'est pas concentrée, les cellules se divisent en conservant leur énergie vitale totale, ce qui les maintient jeunes. Ce vieillissement est également influencé par le système endocrinien de l'homme, qui contrôle sa santé physique et son évolution. Les glandes endocrines, comme la glande pinéale et l'hypophyse, ont un rôle crucial dans ce processus, bien que certaines de leurs fonctions restent inconnues. Les réactions physiques, telles que la transpiration ou l'accélération cardiaque en cas de peur, sont provoquées par des sécrétions hormonales. Le contrôle de ces réactions dépend de notre psychologie astrale, qui peut également influencer le fonctionnement de notre système endocrinien et donc notre santé globale. L'énergie vitale est également concentrée dans la colonne vertébrale et d'autres centres d'énergie du corps. Pour maintenir le corps jeune et permettra l'individu de continuer son expérience de vie, il serait nécessaire de permettre à cette énergie vitale de circuler librement à travers le corps. Les picotements, la chaleur et d'autres sensations similaires sont des signes d'une circulation intense de l'énergie vitale. Cependant, il est important de ne pas gaspiller cette énergie en la convertissant en énergie astrale, comme lorsqu'on exprime la colère. Les saisons influencent directement l'énergie vitale et d'autres formes d'énergie présentes sur Terre. Par exemple, l'automne et l'hiver peuvent causer une diminution de l'énergie vitale, ce qui peut entraîner des états de déprime. La nuit, l'énergie tellurique émise par le sol est plus présente car elle n'est pas écrasée par l'énergie solaire. Cela permet de rencontrer plus facilement des élémentaux. Les saisons apportent différentes concentrations d'énergie solaire et tellurique,
ce qui peut affecter la santé et le bien-être des individus. Cependant, plus un individu est conscientisé et évolué, moins il est assujetti à ces influences. Les voyages peuvent également entraîner des adaptations physiques et vitales dues aux différentes sources d'énergie dans chaque région. Certains endroits sur Terre émettent des énergies telluriques et solaires plus intenses, comme certaines zones en Écosse et au Québec. La construction de certaines structures, comme une tour d'énergie solaire, peut également avoir un impact sur les phénomènes énergétiques. Le sujet évoqué concerne les changements qui surviennent lorsqu'un individu change de milieu géographique ou géologique et comment cela peut affecter sa perception de l'énergie vitale. Ces changements dépendent également de l'état psychologique de l'individu. Si celui-ci est moins sécurisé en raison de la langue ou du pays étranger, il peut subir davantage de transformations dans son énergie vitale. Cependant, si le mental domine et est fort, l'individu ne subira aucune conséquence néfaste. Lorsqu'on change de région géographique, on change également de forme d'énergie vitale. L'idée de double éthérique est abordée, mais il est précisé que ce terme est dangereux et qu'il n'y a pas de réelle division en double. Il fait référence à l'évolution du corps physique, qui s'identifie à ce dernier, ainsi qu'à l'évolution psychologique, où l'ego de l'homme dépasse l'évolution physique. L'évolution psychologique astrale est considérée comme la plus avancée jusqu'à présent. En contrôlant l'astral, on peut travailler sur le plan physique et astral pour transformer certaines mémoires. L'objectif ultime est de pouvoir travailler sur les plans vital et mental, ainsi que sur un plan supérieur, en vivant sur 2 plans à la fois. Il est souligné qu'il existe en réalité 5 plans, dont un plan supérieur relié à une énergie extraterrestre. L'individu capable de travailler sur ces différents plans atteint un niveau d'évolution avancé. Lorsqu'un individu atteint un certain niveau de développement, il peut commencer à travailler dans 4 plans différents, le physique, le vital, l'astral et le mental. Cela implique un contact avec une énergie extraterrestre, une énergie supramentale qui ne provient pas de la Terre. En travaillant avec cette énergie, on peut acquérir une conscience extraterrestre et commencer à travailler dans le plan extraplanétaire. On peut considérer cela comme une bilocalisation, où l'on est localisé à la fois sur la Terre et dans un autre endroit extraterrestre. Le double éthérique est une expression utilisée pour désigner cette conscience extraterrestre par rapport à la conscience physique. En évoluant, l'homme est en train de descendre cette énergie extraterrestre pour la rendre terrestre, ce qui permettra à terme à la planète Terre de générer cette énergie elle-même. En ce qui concerne les chakras, ils jouent un rôle important dans le développement de l'être humain. Cependant, développer un chakra ne garantit pas automatiquement les résultats associés à ce chakra. Par exemple, le chakra de la base de la colonne vertébrale est associé à l'éveil de la conscience et à la focalisation de l'énergie vitale. Mais le développement de ce chakra ne garantit pas automatiquement l'accès à une grande quantité d'énergie vitale. Lorsqu'une forte dose d'énergie vitale est présente, cela engendre la vie et permet le développement des glandes sexuelles de l'homme. L'éveil de la conscience est également influencé par cette accumulation d'énergie vibratoire. Il existe différents types et niveaux vibratoires d'énergie vitale, tout comme il existe différents niveaux d'énergie mentale. L'éveil de la conscience humaine a eu lieu pendant la fin de la 4e race mère et le début de la 5e race mère. La reproduction a évolué au fil du temps, passant de la division cellulaire à la procréation ovovivipare, puis à la reproduction ovipare, et enfin à la reproduction sans œuf telle que nous la connaissons maintenant. L'éveil de la conscience a permis à l'homme d'avoir une conscience éveillée et de développer des capacités telles que la clairaudience et la clairvoyance. Le développement du dernier chakra de l'âme permettrait à l'homme d'avoir une conscience continuelle et stable. Lorsque ce chakra est entièrement développé et que l'homme meurt, son corps physique se décompose car ces chakras se sont développés au niveau du corps vital mais pas nécessairement au niveau physique. Lorsque nous cherchons à faire rayonner nos chakras et à développer notre énergie vitale, nous pouvons utiliser des techniques astrales ou psychologiques pour atteindre cet objectif. Cependant, il est important de comprendre que cette vitalité accrue ne permettra pas d'arrêter le processus de vieillissement du corps. Seule la sublimation de l'ego et la focalisation de l'énergie vitale vers des aspects plus spirituels peuvent potentiellement retarder le vieillissement. Très peu de personnes ont réussi à sublimer complètement leur corps physique, comme Pantarelli l'a fait. Ces individus, comme Rubendo, ont pu développer leurs énergies vitales, puis ont compris qu'il était nécessaire de les libérer pour progresser dans leur évolution spirituelle. Ces individus sont redevenus comme des enfants énergétiquement, ce qui a entraîné des guérisons instantanées et d'autres phénomènes similaires.
Chaque centre d'énergie doit être rempli de manière complète pour ensuite libérer cette énergie dans l'organisme. C'est comme si on arrosait quelqu'un avec un verre d'eau, puis on le remplissait à nouveau, et ainsi de suite. Mais si on parvient à accumuler cette énergie dans un réservoir, on peut ensuite la libérer en une seule fois. C'est cet état d'énergie chakrique pleine qui permet à l'homme d'élever son taux vibratoire de manière significative. Le texte partage des réflexions sur l'importance du développement spirituel et de l'ouverture du troisième œil. Il souligne que voir les auras et développer des capacités clairvoyantes peut être trompeur et mal interprété si l'homme n'est pas prêt. Il explique que les centres d'énergie, tels que le troisième œil, sont simplement des réservoirs naturels d'énergie. En ce qui concerne la conscience après la mort, il est suggéré d'écouter une conférence sur la réincarnation pour en apprendre davantage sur la localisation des parcelles de l'individu après sa mort. Enfin, il est discuté de la différence entre le conscient et le subconscient en ésotérisme. Le subconscient est décrit comme tout ce qui est conscient mais qui n'est pas à la conscience, tandis que le conscient est tout ce qui est à la conscience. Le subconscient définit notre mémoire et il existe une programmation mentale et astrale qui nous permet de stocker et de récupérer des informations. Cependant, il y a des limites à notre capacité à accéder à certaines parties de notre mémoire. La notion de porte est une métaphore pour une technique qui nous permettrait d'accéder à tous nos souvenirs et de connaître nos racines. Il y a deux approches pour y parvenir, soit perdre complètement la mémoire en conservant un esprit clair, soit acquérir une connaissance complète de notre mémoire par notre esprit. Actuellement, la technique la plus possible pour l'homme est de connaître sa mémoire en entier et de ne plus être manipulé par celle-ci. En ce qui concerne l'énergie que nous ressentons, elle provient de notre cerveau, mais cette énergie est engendrée par une mutation cérébrale causée par une énergie extérieure à l'homme. L'énergie ascendante par rapport à celle qui descend à un travail évolutif, et cela permet à l'énergie ascendante d'évoluer plus rapidement. Finalement, l'énergie qui monte nous construit en tant qu'individu. Selon l'épithèque, chaque individu, comme Alea Monta par exemple, possède dans son cerveau des formes cérébrales spécifiques qui prédisposent à l'interprétation du langage écrit et parlé. Même si certains ne savent ni écrire ni parler, leur cerveau contient déjà des neurones qui seront utilisés plus tard pour ces fonctions. Actuellement, seule une petite partie du cerveau humain, le cortex cérébral, est utilisée, alors que le reste n'a pas de fonction claire. Pourtant, ces parties du cerveau ont une utilité potentielle, mais l'humanité n'est pas encore assez évoluée pour les utiliser. Dans le passé, à l'époque des ancêtres, ces formes d'énergie développées ont permis aux neurones de générer de l'énergie électrique. Ainsi, on pourrait dire que ces parties du cerveau étaient réveillées. Lorsque l'énergie tombe, elle cherche un aimant, qui est quelque chose de vibratoirement similaire à elle. Cet aimant est appelé amour en ésotérisme, un amour total et non sélectif. Donc, l'énergie de la Terre, en évolution, doit construire des antennes humaines suffisamment évoluées pour attirer une énergie supérieure, extraterrestre ou extraplanétaire. Le travail des deux énergies est similaire, mais l'humanité est en phase évolutive tandis que l'énergie descendante est en phase involutive, elle doit augmenter le niveau vibratoire évolutif de l'individu jusqu'à ce que toute l'énergie soit au même niveau, où la fusion est possible. Actuellement, on se demande comment se préparer pour recevoir le maximum d'énergie lors de la future descente énergétique. Mais il faut être prudent, car il ne faut rien vouloir faire. La préparation consiste à être prêt à être prêt. Il est difficile d'expliquer ce que cela signifie réellement, car il n'y a pas de mots intelligents pour le décrire. Parfois, comment être prêt peut empêcher d'accomplir le travail nécessaire pour y parvenir. Il est également difficile de savoir si l'on est prêt à être prêt, car cela dépend de chaque individu. Il existe différentes méthodes pour y parvenir, et un cours tel que le PMC peut être proposé, mais il existe également de nombreux autres moyens pour y parvenir. En fin de compte, être prêt est un ressenti qui ne peut être véritablement compris qu'en vivant l'expérience. Être prêt pour les prochaines descentes d'énergie est un concept complexe qui nécessite une préparation à différents niveaux, astral, mental, vital, physique. Il est essentiel de se débarrasser des influences de l'ego et de souffrir pour comprendre l'inutilité de la souffrance. Chacun bénéficiera des descentes d'énergie selon sa préparation. Cependant, il est difficile de déterminer comment se préparer spécifiquement, car cela dépend de la façon dont l'énergie circule chez chaque individu. Être prêt n'est pas déterminé par nous-mêmes, mais par la quantité d'énergie à laquelle nous sommes accessibles.
Être prêt nécessite une initiation pratique plutôt qu'une simple théorie. Il est préférable de laisser les polémiques nous guider vers ce dont nous avons besoin, car elles nous indiquent si nous sommes véritablement prêts. Il est important de comprendre qu'il n'y a pas deux personnes qui vivent exactement la même expérience sur Terre. Chacun traverse des phases différentes et il est difficile de trouver des parallèles exacts entre les vies des individus. Ainsi, il n'est pas nécessaire de suivre un séminaire spécifique pour comprendre ces différents aspects de la vie. L'initiation à la vie se vit à travers diverses expériences, que ce soit dans un cours, un accident de voiture ou dans le travail. La préparation initiatique concerne la manière dont on aborde ces situations. Il est donc important de se demander si l'on est prêt à faire face aux défis que la vie nous réserve. Certaines personnes peuvent se sentir prêtes à suivre un séminaire pour progresser dans leur évolution personnelle, mais cela dépend de chaque individu. Il est important d'être honnête envers soi-même pour éviter des déceptions ou des attentes irréalistes.